Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour la tranche info en direct de votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du jeudi anthropologie. Nous recevons donc notre expert des humanités classiques africaines, le professeur Nusere Kalala Omotunde. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le jeudi 8 avril 2021 et voici les titres de ce journal. Nous reviendrons sur le blocage de la route de Capesterre-Belo par les agents affiliés à l'UTC UGTG qui n'ont toujours pas trouvé d'accord avec les maires. Puis le Trésor public lance le top départ de la campagne de déclaration des impôts sur le revenu avec une règle simple, évitez au maximum de vous présenter dans les centres. Et enfin, nous parlerons d'une action solidaire et du don de plus d'1 tonne de légumes à la Banque alimentaire de Guadeloupe. Et qui plus est, ce soir, je recevrai Lucie Sablon qui nous présentera la première édition du concours Mon île, mon territoire, je m'engage. Comme je vous l'annonçais dans les titres, le bras de fer se poursuit entre l'UTC, UGTG et les maires de Guadeloupe. Ce matin, les agents des collectivités ont pris d'assaut le rond-point de la Cassavrie avant d'effectuer une marche vers la mairie de Capesterre-Belo. Le reportage de Michel Depape. Nous choisissons de prendre Capesterre parce qu'il faut nous effectivement continuer à faire l'état de nous. Et encore quoi présence à nous aujourd'hui est très important puisque encore quoi que présence à nous est très important aujourd'hui là puisque nous n'y envoyons un courrier effectivement pour faire là et puis nous avons réponse si format là que nous demandons là. Nous ne pouvons pas comprendre que nous avons un pays où ni parlementaire ou ni président de région tout bitin et ni plus d'un mois que nous avons en grève, nous avons fait chichi, nous avons tourné virer et quand il s'agit de venir justement solliciter ce travail là ça quand il s'agit des élections, ils connaissent qui bien gens pour faire servir peuple là et aujourd'hui là nous avons demandé en négociation à une plateforme que nous avons estimé par rapport à un format que nous avons estimé par rapport à la plateforme nous. C'est bien comme ça pour nous. Il faut nous la région, il faut nous le département, il faut nous représentants à l'État, il faut nous les centres de gestion, il faut nous aussi CNFPT, il faut nous les parlementaires parce que nous dépendons aussi qu'à concerner les représentants à l'État, dont les parlementaires. Fait nous aussi président à les communautés de la Globe, puisque nous avons question aussi, nous avons plusieurs questions sur la question de déchets, de l'eau, de transport en pays là. Et donc nous ne pouvons pas rester comme ça. Donc ça veut dire que tout le temps, nous pas ni format là que nous souhaitons là, si nous pas ni, nous pouvons continuer de toute façon, mobilisation, nous pouvons continuer dans l'ensemble des mairies. Et si nous devons multiplier les forces, nous pouvons encore multiplier les forces par rapport à les jours qui viennent. Et suite à un avis de recherche lancé par l'UTC, des syndicalistes se sont rendus au domicile de Guy Losbar, vérifier si tout allait bien. Voilà plusieurs jours que ces salariés grévistes attendent son retour sur la table de négociation pour tenter de sortir de l'impasse. Autre problématique, les salaires n'ont visiblement pas été virés, mais ils n'entendent pas stopper la mobilisation pour autant. Le reportage. Aïe Losbar, où comprend nous payer. Aïe Losbar, où comprend nous payer. Aïe Losbar, où comprend nous payer. Si vous comprenez nous pas payer, l'Amérique prend du fait. Nous avons un petit bout parce que nous avons estimé que c'est là, mais là, depuis le 8 mars, nous comptons et disparaître, nous ne pouvons pas répondre côté. Nous attendons ni en radio, nous avons en télé, mais nous ne pouvons pas répondre côté. Donc nous venons essayer de voir si nous pouvons joindre pour nous au moins demander de négocier parce que ça a fait un moment, ça a duré. Et il a fait le mort, donc nous venons garder là hier. Alors nous, ça a duré, ça a fait plus qu'un mois parce que nous commençons grève nous le 22 février. Là, le 8 avril, ça a fait un mois, nous voyons la dernière fois nous négocier. Donc c'est pour ça que nous disons là, nous avons garder, est-ce qu'il disparaît? Oh là, et c'est pour ça que nous disons que la plateforme de revendication, nous, il y a 11 points en l'air. Et nous avons négocié 2 points. 2 points que nous signons. Et donc, 2 points que nous signons. Et jusqu'à présent, nous pouvons faire restant et donc nous attendre.
Retour maintenant sur le premier mercato, la cellule de concertation des professionnels de la pêche et des conseillers régionaux et techniciens. Lors de cette réunion, la région a débloqué une aide pour structurer la comptabilité des entreprises, une aide qui s'élève à 400 € et une dotation exceptionnelle sera attribuée aux pêcheurs, mais encore faut-il qu'ils soient à jour de leurs cotisations. Restera à discuter le prix des carburants qui a explosé ces 2 derniers mois. Je vous rappelle qu'en 2009, effectivement, pendant le mouvement social, le sans-plomb était à 1,64 €. Et là, effectivement, cette année, il est quand même à 1,62 €. En tout cas, la région a d'ores et déjà dit qu'elle ne pourra pas effectivement activer des leviers supplémentaires puisqu'elle a déjà annulé ses taxes sur les carburants. Mais effectivement, il faudra trouver une solution pour les pêcheurs. Et il était aussi question de la reprise d'activité de la coopérative pour une meilleure coordination de la filière. Le reportage. Alors, cette rencontre qu'on a eue cet après-midi avec les marins-pêcheurs, c'était une décision prise avec le président du conseil régional et l'ensemble des partenaires du monde de la pêche pour créer un groupe de travail. Ce groupe de travail avait pour ambition de réfléchir, de voir les difficultés rencontrées par le secteur et mettre en place un certain nombre de dispositifs d'aide. Nous avons appelé ce dispositif, en tout cas pas ce dispositif, mais ce groupe de travail Mercato, c'est un groupe avec l'ensemble des organisations professionnelles, les syndicats professionnels de la pêche, du monde de la pêche et de l'aquaculture, et donc les services de la région. Eh bien, le plus gros point qu'on a pu enlever effectivement aujourd'hui, c'est de parler, de défendre un petit peu le fait, étant donné que le président de région nous avait promis vraiment en urgence, en urgence. Donc on a essayé de voir comment faire pour soulager les marins pêcheurs parce qu'ils sont tellement en difficulté. Donc là, en ce moment, il a été acté que nous allons avoir une aide d'urgence par rapport au ministre, d'accord, et aussi une aide par rapport au PCS pour permettre de débloquer la situation pour les marins pêcheurs. Nous nous sommes mis d'accord avec eux pour rencontrer la SARA et voir de quelle manière on peut les aider à faire des achats groupés, certainement, pour réduire le prix du carburant. Et il leur appartiendra de prendre la tâche, ce qu'ils nous ont confirmé, du préfet pour voir comment permettre aux marins pêcheurs de bénéficier d'une réduction du prix au litre. Étant entendu, je rappelle que pour la région, on a déjà 0 taxe sur le carburant concernant les marins pêcheurs. Et dernier point qu'on a évoqué avec eux, c'est le problème de la structuration du secteur. Vous savez, les marins pêcheurs aujourd'hui disposent d'une coopérative, mais qui n'est pas en activité, une coopérative d'avitaillement pour permettre aux marins pêcheurs de faire l'acquisition de tous les matériels nécessaires pour leur activité. Là aussi, on va les accompagner pour trouver des solutions, pour avoir aussi un local, pour avoir le financement nécessaire, pour mettre en œuvre que cette coopérative qui est nécessaire au soutien de la mise en œuvre de la politique de la pêche en Guadeloupe. Les déclarations d'impôt sur le revenu pour l'année 2021 sont ouvertes et inutile de courir dans les antennes du Trésor public. Toutes les démarches sont réalisables par téléphone, sur Internet et les réceptions s'effectueront uniquement sur rendez-vous. On fait le point avec Guy Ben Saïd, directeur régional des finances publiques au micro de Maxime Morel. Cette année, la campagne d'impôt sur le revenu est ouverte aujourd'hui. Elle va se poursuivre jusqu'au 8 juin. Donc 2 mois devant nous. Un message, ne venez pas vous entasser dans les files d'attente afin de vous préserver au maximum sur la situation sanitaire. Ce n'est pas nécessaire, nous nous sommes mis en disposition pour répondre à l'ensemble des Guadeloupéens, à l'ensemble des questions, et par téléphone. Donc il y a cette année un numéro unique qui figure sur les déclarations, et il convient d'appeler ce numéro. Ce numéro, c'est garantie de réponse dans les 3 minutes. C'est un numéro national, avec des agents qui sont mobilisés derrière pour répondre précisément aux usagers. C'est tous les jours de la semaine et en ce qui concerne la Guadeloupe, de 7h à 13h. Toutes les questions sont à poser par téléphone, mais également par Internet. Je rappelle que par Internet, on peut faire toutes les démarches
fiscale, mais pour ceux qui n'ont pas Internet, téléphone. Lorsque c'est nécessaire, nous avons mobilisé également des agents pour recevoir les usagers par rendez-vous. Donc on assurera le contact physique par rendez-vous cette année. Nous avons des moyens spécialement dédiés à la prise de rendez-vous, donc pour les cas les plus complexes. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que 2 mois devant nous, l'année dernière, il n'y avait pas dire que, mais il y avait 15 000 déclarations papier déposées, tout le reste se fait par télédéclaration, par déclaration automatique. Aujourd'hui, on correspond avec les administrations par informatique, parce que d'abord, c'est sûr, c'est rapide, et puis également, il n'y a pas de nécessité à se déplacer physiquement pour faire ces démarches administratives. Lorsque c'est nécessaire, on prend un rendez-vous et vous avez un agent qui vous reçoit et qui vous renseigne. Il y a très peu de modifications cette année concernant le formulaire ou les règles fiscales en cours, très peu. Il y en a quelques-unes qui sont liées à la crise Covid, notamment pour les frais réels des gens qui sont en télétravail. Et donc, vous avez un plafond de 550 €. Et puis, il y a aussi un didacticiel très, très simple qui est en ligne sur Internet. Bon, voilà, c'est les principales modifications. Donc, vous voyez très, très peu de modifications. En tous les cas, je répète, on peut tout faire par informatique. Et ceux qui n'ont pas l'informatique, on peut le faire par téléphone. Et si la question nécessite un accueil physique, à ce moment-là, on prend rendez-vous et on vient. Et on n'a pas d'attente à faire. Et comme ça, on préserve sa santé au regard de la crise Covid. N'oubliez pas effectivement que l'impôt sur le revenu est prélevé directement à la source, donc avant même que vous soyez payé. Et n'oubliez pas effectivement de remplir vos déclarations quand même avant la date limite, avant d'être majoré de 10%. Et notez en bref effectivement que les autorités de Saint-Vincent procèdent en ce moment à l'évacuation des populations qui sont non loin de la Soufrière, puisque des explosions sont jugées possibles à partir d'aujourd'hui suite à l'augmentation de la sismicité volcanique et des débits gazeux. Vous vous rappelez de ce dôme qui n'arrêtait pas de gonfler. Et bien là, ils ont peur effectivement que ça explose. Retour maintenant sur le point Covid de la semaine. Pas grand-chose à signaler, si ce n'est le prolongement du couvre-feu pendant 2 semaines. On écoute le préfet Alexandre Rochat au micro de Stanley Manicor. On s'aperçoit qu'avec le variant anglais, en fait, ça ne pardonne pas. C'est-à-dire que quand on est à côté de quelqu'un qui est atteint du Covid avec le variant anglais, qu'il le sache ou pas d'ailleurs, qu'il soit symptomatique ou asymptomatique, eh bien, si on se rapproche à une distance limite en dessous de 2 mètres et qu'on ne porte pas le masque, on a un très fort risque de contracter cette maladie. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse encore plus attention à la distanciation, au respect des gestes barrières et au port du masque. C'est vraiment, on s'aperçoit que les cas de contagiosité les plus importantes, notamment dans le milieu professionnel, secteur public, administration, on s'aperçoit que c'est quand on fait des études, on s'aperçoit que c'est à l'occasion des pauses café. Je crois que là, on est dans une situation aujourd'hui, ça fait 5 semaines qu'on oscille entre 300 et 400 cas positifs par semaine. À chaque fois, on a très très peur de basculer sur le niveau du dessus, c'est-à-dire basculer au-dessus de 100 de taux d'incidence et donc d'avoir une envolée comme ça s'est passé pas très loin d'ici. Il faut vraiment qu'on puisse descendre concrètement le nombre de cas positifs et qu'on ait un taux de positivité qui descende. Donc on a 3 possibilités. Soit on parvient à le faire, c'est-à-dire que le respect des gestes barrières, les mesures que nous avons prises qui vont continuer pendant les 15 jours qui viennent fonctionnent. Parce que on s'aperçoit que l'usage fait que ça marche aujourd'hui. Et donc, si ça commence à descendre, eh bien, on confortera cette descente. On gardera les mesures le temps qu'il le faut. Et puis ensuite, on pourra s'extraire d'un certain nombre de mesures. Je pense notamment à celle du couvre-feu. Ça ne fonctionne pas. On reste sur une position stable comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il oscille entre 300 et 400 cas positifs. Ou pire, ça augmente. Et bien là, on sera obligé de prendre des mesures dès la semaine prochaine, des mesures de restriction plus importantes. On peut penser aux horaires de couvre-feu. On a vécu ça pour le week-end de Pâques. Des restrictions d'activité ou des restrictions de lieux dans lesquels on peut aller. Je pense par exemple au restaurant. Ce n'est pas du tout mon objectif, mais ça sera vraisemblablement un point qu'on sera obligé d'étudier. Et notez que des négociations avaient lieu justement entre la préfecture et les importateurs-distributeurs, et visiblement les centres commerciaux de Destrélan et Milénis rouvriront dès ce vendredi. On fait l'annonce puisque pendant qu'ils étaient en train de discuter, visiblement, enfin c'est ce qu'on nous a dit, ils discutaient, mais effectivement le centre commercial d'Estrélan avait déjà publié sur les réseaux sa réouverture prochaine, donc demain matin d'ailleurs.
Et le groupe Carrefour, qui d'ailleurs a fait don aujourd'hui d'1,6 tonne de fruits et légumes à la Banque alimentaire de Guadeloupe, qui en a bien besoin. Regardez. Depuis leur création, c'est l'ADN de la Banque alimentaire d'aller vers les personnes, les structures qui peuvent nous accompagner pour lutter contre le gaspillage alimentaire et permettre à nos bénéficiaires de pouvoir bénéficier de paniers équilibrés, de repas équilibrés. Donc, comme aujourd'hui, sur le cas, nous avons reçu des légumes, tomates, laitues, que nous avons pu distribuer à nos partenaires CCAS et associations et épiceries. Donc, ça a permis d'équilibrer le plat de nos bénéficiaires. Avec un groupement d'agriculteurs organisé avec Légumes Caraïbes et qui se trouve en surproduction sur certains produits. Donc il y a eu des actions en magasin qui ont été faites et on a mis en place un accord avec Légumes Caraïbes, la Banque alimentaire et les 3 magasins Carrefour, Contact et Destrelan, pour acheter des produits à Légumes Caraïbes, donc issus de l'agriculture locale, et pouvoir en faire bénéficier des personnes dans le besoin dont la Banque alimentaire s'occupe. Je salue le geste du groupe Carrefour aujourd'hui qui a mis en place cette opération de soutien aux agriculteurs, empêcher que ces produits soient jetés ou gaspillés. Donc le surplus que nous avons bénéficié, il faut savoir que nous avons bénéficié de 1624 kilos de légumes, tomates et laitues. Et aujourd'hui, ces 1624 ont été distribués à nos partenaires. Il reste en chambre froide que 600 kilos qui partiront certainement demain vers Marie-Galante. Si on n'avait pas acheté ces produits-là, ça aurait été de la perte sèche pour eux. Donc, eux qui ont déjà des difficultés avec une année Covid qui a été compliquée, les restaurants fermés, les cantines, donc ils se sont retrouvés avec beaucoup de marchandises. Et plutôt que de laisser pourrir ou jeter ces marchandises, les 3 magasins du groupe ont racheté une partie de ces marchandises et les ont distribuées à la Banque alimentaire. Et maintenant, je reçois Madame Lucie Sablon qui nous présente justement la première édition du concours Mon île, mon territoire, je m'engage. Bonjour Madame Sablon. Bonjour, merci de nous avoir invités. Alors, dites-nous tout. En quoi consiste ce concours Mon île, mon territoire, je m'engage? Alors en fait, c'est un projet qui a été financé par le programme Initiative Emploi Jeunes et qui est porté par l'association Arrimage Good-Île, qui est une association basée sur la Guadeloupe et qui vise à accompagner et à encourager l'esprit d'initiative et d'entreprise des jeunes envers la société. Alors ce concours, en fait, il vise à soutenir et à accompagner des jeunes de moins de 30 ans qui ont une idée ou un projet qui relève de l'économie sociale et solidaire. Et Donc uniquement de l'ESS? Oui, uniquement, effectivement. Alors, on vise 3 catégories de secteur ESS. En premier lieu, l'environnement, donc avec les filières comme le recyclage des déchets, l'économie circulaire, l'écotourisme. En second lieu, la solidarité locale, avec effectivement le renforcement du lien social, les activités de service aux personnes. Et en troisième lieu, la santé durable, avec notamment les sports inclusifs et l'accès aux soins pour les plus démunis. Alors, le concours est ouvert du 2 avril au 2 mai. Et il permet effectivement de sélectionner 20 finalistes, donc 20 jeunes qui sont porteurs d'une... Donc ils ont jusqu'au 2 mai pour déposer leur dossier? Oui, pour déposer un dossier en ligne. C'est un dossier donc, qui comprend un formulaire donc de 2 pages maximum et une vidéo de 3 minutes qu'on peut faire notamment avec son portable. Donc un descriptif du projet. Tout à fait. Voilà, à ce stade-là, ça reste un descriptif assez synthétique. À la suite de quoi le projet est mis en ligne sur une plateforme et là il y a un vote du public internaute et ensuite il y a effectivement un vote des membres du jury qui permet de sélectionner 20 finalistes qui vont eux être soutenus financièrement et accompagnés professionnellement pour la réalisation de leur projet.
On parle de quel type de soutien financier? Je parle de montant, clairement. Oui, alors on parle d'un montant qui peut aller, donc une première dotation financière qui va jusqu'à 5 000 €. Ensuite, un accompagnement dans un incubateur social pour une durée de 2-3 mois maximum et qui inclut en fait un voyage professionnel, une immersion professionnelle dans une entreprise ESS basée dans un pays européen. Nous sommes partenaires avec des entreprises basées en Irlande, en Allemagne, au Danemark et au Portugal. Ça serait intéressant d'aller chercher oui, et puis ça permet scandinave un peu. Voilà, et puis effectivement, ça permet de créer des réseaux et des partenariats. Pour les jeunes qui ont confirmé leur projet, ils auront aussi la possibilité d'accéder à un réseau d'acteurs professionnels, donc de l'ESS, mais également des partenaires qui peuvent financer leur projet. Donc c'est vraiment une opportunité unique pour ces jeunes actuellement. Il faut savoir que le concours Mon île, mon territoire, je m'engage, c'est aussi une réponse à la période du Covid, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de besoins en termes sociétal. Et on sait que les jeunes qui sont ici sont des acteurs et ils sont porteurs d'innovation sociale. Et c'est cette innovation sociale qu'on veut encourager à travers ce concours. Et sur quels critères ils seront jugés? Alors en fait, ils seront jugés sur la pertinence des projets. Oui aussi, mais sur l'impact que le projet peut avoir au niveau local, sur sa faisabilité aussi, parce qu'il s'agit de répondre vraiment à des besoins actuels, et puis aussi sur leur créativité, sur leur innovation. Oui. Effectivement. Mais ça, ce sera effectivement le vote du public qui comptera pour 40% de la note finale. Oui. Donc c'est important que les jeunes qui déposent leur candidature, et je les encourage, puissent faire bouger leur communauté virale pour qu'ils puissent défendre leur projet. Et dans un second temps, les membres... C'est pour tester leur capacité en communication déjà? Effectivement, c'est important quand on crée une entreprise, qu'elle soit classique ou sociale, il faut effectivement développer des compétences de communication. D'ailleurs, l'opportunité du concours est une belle visibilité en termes de communication pour ces projets. Donc, je pense que les jeunes vont y trouver déjà leur compte à ce stade-là. Et puis, en plus, après, on leur permet réellement de développer leur projet. Alors, où doivent-ils s'inscrire? Alors, ils ont un mois, a priori, là. Ils ont un petit peu moins d'un mois. Alors, en fait, on a une plateforme qui s'appelle Mon île, mon territoire, je m'engage. On a donc un compte Instagram, on a une page Facebook, il y a un compte YouTube. Et là, ils peuvent trouver tous les éléments liés au concours, donc le formulaire, le règlement du concours. Et ils peuvent aussi appeler. Il y a un numéro avec une personne qui peut répondre à leurs questions. Vous avez le numéro en tête? On le mettra sur les réseaux pour tous ceux qui veulent effectivement participer à ce concours. Merci en tout cas Madame Saban pour cette présentation. On invite tous ceux qui ont des petits projets, même pas forcément petits projets, mais en tout cas des projets qui soient concrets et réalisables. C'est un des critères principaux justement, des projets réalisables dans l'économie sociale et solidaire. Vous pouvez participer à ce concours. Merci encore. Merci à vous. Et on enchaîne avec la visite de chantier de l'hippodrome de Saint-Jacques par la région Guadeloupe. Un projet sur 30 hectares financé à hauteur de 22 millions d'euros. 40 box à chevaux sont déjà construits sur les 120 prévus quand même. Des travaux qui restent en attente, des études sur l'eau qui sont importantes, comme l'a souligné Harry Chalus, le président de région. C'est un projet quand même de 22 millions. On a pris du temps parce qu'il y a plusieurs études sur la loi sur l'eau, mais aussi sur la loi archéologique. Donc on a commencé, on a arrêté, et qu'on fait un projet sur plus de 30 hectares. Il y a plusieurs points qui doivent être étudiés. Vous connaissez comment ça se passe aujourd'hui. Hier soir encore, il y avait une émission sur les personnes qui font des recherches sur les terrains au niveau national et qui sont sanctionnées parce qu'on ne peut plus faire du n'importe quoi s'il n'y a pas d'études sur l'archéologie. Aujourd'hui, c'est une vraie satisfaction pour moi de voir un peu déjà 40 box déjà de construits, plus la maison du maréchal Ferrand. Ils ont attaqué les 80 autres box et je sais que l'entreprise a actuellement le bon de commande pour la piste pour les courses de chevaux et on attend la dernière signature pour sur la loi sur l'eau. C'est les études de la loi sur l'eau pour pouvoir entamer actuellement cette piste. Ce qui est important pour moi, c'est de savoir que les responsables sont contents, l'agglomération, le maire d'Anse-Bertrand. Je suis très fier et très satisfait de cette visite
puisque la première tranche des travaux qui consistait à construire des boxes pour héberger les chevaux de course est en train de se terminer. Et ce sont des travaux de très grande qualité. Je félicite l'architecte ainsi que les entreprises qui ont réalisé ces travaux. Et c'est de bon augure parce que après cette première tranche, la seconde tranche va commencer pour que l'hippodrome soit livré début 2022. Je tiens à saluer et à féliciter les entreprises. Ce sont des entreprises guadeloupéennes encore, plusieurs entreprises qui travaillent sur ce site et qui feront d'ici, je pense, 1 an et demi la fierté vraiment de la Caraïbe parce que nous aurons vraiment un site vraiment magnifique, merveilleux qui sera livré aux Guadeloupéens. On est en attente effectivement de ces compétitions hippiques au niveau caribéen. On les attend. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Petit aparté, puisqu'il y a une petite info que je ne vous ai pas donnée, mais quand même. Il y a une des maires qui fait partie du Lianage Poutimoun, qui a donc été auditionnée pendant une demi-journée par la gendarmerie. Elle est convoquée de nouveau donc ce lundi à Bémao à 8h30. On ira quand même faire un tour là-bas pour comprendre ce qu'il se passe. Une excellente soirée à vous à l'écoute des programmes de Canal 10. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, nous sommes jeudi et le jeudi, nous parlons anthropologie noire avec notre expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. Ce sera après la coupure pub. Mais avant cela, je dis bonsoir à Marie-Hélène Borès. Marie-Hélène Borès qui envoie de l'amour à tout le monde. Bonsoir à Racon Thierry, bonsoir à Claude-Claudie Girard, à El Canario Valentino Cardona, à Lucien Copry, à France-Lys Théophile, à Philippe Belair, à Raymond FJF, à Grégory Hall, hippodrome, Grégory Hall qui nous dit hippodrome, qui magie est ça? Eh bien oui, il y a un nouvel hippodrome qui va voir le jour à Anse-Bertrand, 30 hectares quand même le projet. Une magnifique piste et 120 box à chevaux, c'est extraordinaire. Et nous avons aussi un bonsoir donc à Michel Narcisse, un bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à Elisabeth Quimby, bonsoir à Lydia Luce, bonsoir à Jeanne Sambo, à Lydia qui nous dit « Ces hectares sont exploitables comme par hasard, mais les Guadeloupéens ne peuvent pas construire sur leurs terres. » Bon, faites-vous votre idée. Bonsoir à Jeanne Sambo, bonsoir à Noélie Nègre, bonsoir à Simdine Cadet, bonsoir à Uri Gerti, bonsoir à Joyce Gabo, à Arlette Moutoussami, bonsoir à WNT, bonsoir à Myrto Santos, à Patrice Antoine, à Sandra Zédouard, à Eddie Saban. Ah, on avait Madame Saban sur le plateau, c'est peut-être de la famille. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent sur le Facebook de Canal 10, mais aussi sur l'antenne. Des bisous à vous tous. On se retrouve après la coupure pub.